Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres à la une de votre journal ce soir. Un décret, tel une piqûre qui soulage le corps médical. Le relèvement de l'âge de départ à la retraite des personnels de santé par décret présidentiel, chaleureusement accueilli par les bénéficiaires. Joie, reconnaissance et témoignages de gratitude dans ce journal. Coopérative, une meilleure structuration pour un meilleur épanouissement économique. Le Monde marque un arrêt ce 4 juillet et pose un regard sur ces organisations qui œuvrent dans la réduction de la pauvreté. Et puis, budget de l'État, débat ouvert au Parlement sur l'orientation budgétaire. Le document de programmation économique et budgétaire 2021-2023 est sur la table des députés à l'hémicycle de Ngoa Ekele. Voilà pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. Mesdames et messieurs, bienvenue au 20h30. Merci de nous recevoir chez vous. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. C'est un acte présidentiel qui vient en quelque sorte régénérer les cellules du corps médical. Le décret portant relèvement de l'âge de départ à la retraite des personnels de santé, signé hier par le président de la République, est accueilli avec soulagement. Le traitement prescrit rencontre donc une réponse favorable, joyeuse, hilarante. Ce sont des médecins reconnaissants qui expriment leur gratitude au chef de l'État. Notre reporter a recueilli des avis de praticiens. Voici le reportage de Agnès Solange-Abessolo. L'image contraste avec le contexte actuel dans les hôpitaux. Le personnel de santé en pleine hilarité, pratiquement soulagé. Normal, le président de la République vient de décider de leur ajouter 5 ans de plus sur l'âge initial de départ à la retraite. Je pensais partir à 55 ans. À 55 ans, je sentais encore que j'étais capable de donner encore le meilleur de moi-même pour prendre en charge mes malades. Et je dis merci au président de la République et je lui promets que nous allons continuer à donner le meilleur de nous-mêmes. Un geste fort à l'égard du corps médical au front depuis plus de 4 mois contre le coronavirus. Nous sommes au front moulant contre le Covid. Nous avons besoin de son appui. Des hommes et des femmes en blouse blanche qui ont déjà payé un lourd tribut dans ce combat contre le coronavirus. Et qui voilà une reconnaissance paternelle du président de la République. Le décret signé ce vendredi vient également répondre à l'une des préoccupations des médecins qui, à peine sortis de l'école ou de spécialisation, qui sont déjà à la porte de la retraite. Faisons 7 ans de formation d'abord. Ensuite, il faut attendre 2 ans. Il faut faire 2 ans sur le terrain avant de pouvoir se spécialiser. Dès qu'on choisit une spécialisation, on en a pour 4 ans, 4-5 ans, ça dépend de la formation. Et vous imaginez, c'est à partir de 30-31 ans pour certains qu'on commence vraiment à exercer ce pourquoi nous avons été formés. Donc nous disons vraiment merci à Monsieur le Président pour cette initiative. Et qui dit merci en redemande. Les personnels de santé des catégories C et D iront désormais à la retraite à 55 ans, soit un prolongement d'activité de 5 années. La mesure a provoqué une overdose de joie chez les infirmiers, les aides-soignants ou encore les paramédicaux rencontrés dans la cité capitale par notre reporter Étienne Pascal Azégué. Aurélien présente une mine beaucoup plus détendue ce samedi matin qu'à l'accoutumée. Normal. Il bénéficie d'une rallonge dans l'exercice de ses fonctions, tout comme ceux qui sont dans la catégorie C et D ici à l'hôpital général de Yaoundé, suite au décret du président de la République du 3 juillet dernier. Le major du service de cardio-respiratoire a un seul mot à l'endroit du président de la République. Moi personnellement, je ne peux lui dire que merci et nous autres, personnels de la santé, personnellement moi également, je m'y attacherai à donner le mieux dans la profession, puisqu'il nous a accordé cette reconnaissance. C'est la même joie qui anime sa collègue de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique voisin. Bien que n'étant pas concernée par l'acte du président de la République, la major en pédiatrie externe salue la rallonge. C'est une bonne chose pour les collègues et collaborateurs fonctionnaires.
parce qu'on avait estimé qu'il y a une discrimination, que certains, on soit du même corps, que certains aillent à la retraite 5 ans plus tôt que les autres, alors qu'ils ont encore toute la force de travail. Moi, je trouve que justice a été faite. Vraiment, je suis content pour les collègues qui bénéficient de cette rallonge. C'est un vibrant hommage qui a été rendu au personnel de la Blouse Blanche par le président Paul Biya. Un personnel qui est au front de la lutte contre le Covid-19 au Cameroun. Dans la région de l'extrême nord, le décret du chef de l'État porte un relèvement de l'âge de départ à la retraite des personnels du corps de la santé publique a suscité auprès du personnel médical une joie immense. Beaucoup voient en cet acte du président de la République une marque d'attention. Voici des réactions compilées dans ce reportage de Abdulaziz Amadou de CRTV Extrême Nord. Une fin d'après-midi joyeuse pour le personnel médical. Sourire aux lèvres, cet infirmier en service à l'hôpital régional de Maroua salue la décision du président de la République. Vraiment, nous l'accueillons avec une très grande joie. Tous les personnels de la santé vraiment sont contents. Ça va booster les uns et les autres vraiment aller de l'avant. Le directeur de l'hôpital régional de Maroua, pour sa part, voit en ce décret une profonde marque de soutien et d'encouragement du chef de l'État. C'est quelque chose de formidable qui était attendu depuis. Et cela prouve une fois de plus que quand le chef de l'État promet, il réalise. Quand il a félicité le personnel de la santé, j'étais sûr que quelque chose suivrait. Et puis c'est arrivé aujourd'hui. Ce relèvement, souligne-t-il, va renforcer la sécurité sociale des fonctionnaires des corps de la santé publique. C'est un appel maintenant à beaucoup plus de responsabilités. Quand quelqu'un va à la retraite à 50 ans, ceux qui allaient à 50 ans, à 48 ans, encore très jeune, il peut se livrer à n'importe quel genre de pratique, mais je crois maintenant, 55 ans, c'est un âge un peu plus mature. Les médecins, infirmiers et autres aides-soignants engagés depuis mars dans la prise en charge des patients du Covid-19 voient ainsi leur dévouement honoré et récompensé par le président de la République. Réaction similaire à Bertoua, dans la région de l'Est, à côté de la surprise et de la joie des personnels concernés par le décret relevant l'âge de départ à la retraite des personnels de la santé publique, il y a un sentiment de satisfaction pour l'aboutissement des doléances émises. Le reportage à Bertoua de Eli Omeondo. Ce décret du président de la République est un soulagement pour les fonctionnaires du corps de la santé publique à l'Est. Nous nous réjouissons de ce que la très haute hiérarchie, notamment le chef de l'État, a décidé de prendre en considération nos doléances. Parce qu'il faut dire que depuis fort longtemps, nous avons déploré ce départ, on va dire, anticipé. Cet acte du chef de l'État vient booster le moral de ces fonctionnaires qui sont jour et nuit à l'ouvrage pour préserver et sauver des vies. C'était quand même assez gênant de voir que vous êtes médecin, vous allez à la retraite à 55 ans, tandis que votre confrère enseignant, lui, va à 60 ans. C'est certaines choses que nous voulions faire, mais avec l'amour du travail que nous avons et l'expérience à qui nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. En bon père de famille, le président de la République témoigne encore de l'attention qu'il porte à chaque corps de métier. On est davantage satisfait de savoir que le chef d'État écoute nos doléances, parce qu'on a souvent pensé qu'il est hermétiquement fermé, mais lorsqu'on voit quand même cette réaction, on se rend compte qu'effectivement les doléances que nous portons à notre hiérarchie sont acheminées vers la très haute hiérarchie, et on ne peut que dire merci au chef de l'État, son excellent M. Paul Biya. Les fonctionnaires des corps de la santé publique, catégorie A et B, vont désormais à la retraite à 60 ans, tandis que ceux des catégories C et D prennent la retraite à 55 ans. Parlons d'un autre sujet. La Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC, est à la quête de nouvelles impulsions plus énergiques à même de sortir les économies de ces pays membres du confinement imposé par la pandémie du Covid-19. Pour y parvenir, concertation et consultation s'enchaînent. L'une des plus récentes étant l'audience accordée par le chef de l'État camerounais Paul Biya, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, à un émissaire du président congolais Denis Sassou Nguesso. Les détails avec Marie-Laurence Senké. Il faut sauver les économies de la CEMAC du marasme coronavirus qui plane. Le schéma de l'audience du Palais de l'Unité se présente comme suit. Le ministre d'État congolais Gilbert Ondongo, président du comité de pilotage du PREF-CEMAC, est l'émissaire du président Denis Sassou Nguesso, président dédié aux réformes économiques et financières de la CEMAC. Il est porteur d'un message auprès du président Paul Biya, qui préside la communauté.
L'échange de Yaoundé jeudi dernier au Palais de l'Unité ouvre la voie à une seconde dynamique de la riposte communautaire aux incidences économiques et financières de la crise sanitaire du coronavirus. Les mesures adoptées par les pays à Brazzaville le 28 mars dernier ont été progressivement implémentées. 3 pays ont déjà adopté leur loi de finances rectificative. Il s'agit du Cameroun, du Congo et du Gabon. Les 3 autres ayant adopté le principe au niveau national, à savoir le Tchad, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale. Les États de la CEMAC ont soulagé les entreprises en leur octroyant les moratoires sur les charges fiscales et sociales. D'autres mesures de la riposte communautaire devant offrir des marges budgétaires aux États sont en cours. Il faut savoir à quel niveau est rendue la négociation collective des programmes économiques avec le FMI. Connaître également quelle est la situation pour ce qui est de la négociation collective, des remises ou alors des annulations de dettes. Aujourd'hui, il est connu déjà que les États de la CEMAC ont, n'est-ce pas, pu échapper de manière collective à un impact négatif sur la stabilité extérieure de la monnaie. Le dernier comité de pilotage de la BEAC nous informe que aujourd'hui, on est à plus de 5 mois de devises selon les importations. On peut imaginer que la concertation pour ce qui est des réformes entre le président Sassou Nguesso et le président Paul Biya voudrait, n'est-ce pas, dire qu'on doit passer au-delà. Il faut une impulsion au sommet. L'activation du très haut niveau de concertation entre les autorités de premier plan de la résilience économique face au coronavirus annonce l'engagement d'une action collective en vue de la relance des activités économiques dans la sous-région, avec une perte de croissance estimée à moins de 4,9%. Le choc de croissance nécessaire est en étude. Une lutte menée au niveau régional mais aussi au niveau national. Les structures hospitalières du département du Noun, désormais mieux équipées. Yap Mariatou, le directeur de la protection civile au ministère de l'administration territoriale, a remis cette fin de semaine à Fumban, au nom du ministre Paula Tangandji, un important don à une vingtaine de structures sanitaires du Noun. Un don constitué pour l'essentiel de lits d'hospitalisation, de kits chirurgicaux ou encore de moustiquaires imprégnés. Plus de détails avec Stéphane Francky Kana de CRTV Ouest. Pour davantage booster le moral de l'équipe médicale du Noun dans la lutte contre le Covid-19, 17 formations sanitaires issues des 9 arrondissements que compte le département ont bénéficié d'un important appui du ministère de l'administration territoriale à travers la protection civile bras séculier du MINAT dans la gestion des catastrophes. C'est une catastrophe d'origine sanitaire. La protection civile est là pour, comme j'ai dit, protéger les populations. Et pour le faire, il faut donc renforcer les capacités des acteurs et des populations qui sont les premières à être touchées. Un don constitué de 200 lits d'hospitalisation, 200 matelas, 400 moustiquaires imprégnés, un appareil de radiologie, 4 appareils d'échographie portatifs ainsi qu'un véhicule 4x4 de marque Jacques qui va servir au district de santé de Fumban, Fumbot, Koptamo et Bangourin pour mobiliser plus rapidement les équipes de dépistage rapide de coronavirus. Tout ce matériel est le bienvenu, ça va booster la décentralisation de la riposte dans la région. Le département du Noun occupe la 2e position dans la région de l'Ouest pour ce qui est du taux d'infection. La lutte contre la pandémie du Covid-19 qui passe à la vitesse supérieure dans les arrondissements de Pitoa et de Bibemi, département de la Benue, région du Nord. Le député Ousmane Amansali a remis d'importants dons aux populations, au personnel de santé et aux autorités traditionnelles. Objectif, circonscrire la chaîne de propagation de la pandémie. CRTV Nord, voici la correspondance de Ousmane Sanda Hayatou. La caravane de distribution des kits anti-Covid-19, conduite par l'honorable Ousmane Amansali, s'est ébranlée à Pitoa avec dans son escarcelle plus de 20 thermoflash, 5000 masques faciaux, 40 seaux à robinet et des cartons de savon pour stopper la propagation de la pandémie de coronavirus dans les arrondissements de Pitoa et Bibemi. C'est juste un cadeau symbolique pour leur témoigner que je suis de tout cœur avec eux et à tout moment je serai à leur côté. Ce dont on va renforcer les efforts que nous avons
nous renforcer aussi d'autres dons antérieurs que nous avons reçus, comme celui du chef de l'État, pour mettre les dispositifs de lavement partout où il y a besoin. L'étape de Pitoa et Bibemi vient ainsi mettre fin à une série d'activités organisées par l'élite afin de lutter contre le Covid-19 dans la ville de Garoua et la circonscription Benoué-Est. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Ce 4 juillet est Journée internationale des coopératives, une édition placée sous le thème des coopératives pour l'action climatique. Au Cameroun, ces structures dédiées à l'amélioration des conditions de vie des populations se comptent par milliers, en zone rurale comme en zone urbaine. Elles sont près de 3500 coopératives et plus de 11 000 groupes d'initiatives communautaires, GIC, qui œuvrent à la réduction de la pauvreté. Et la question au cœur du 20h30 ce soir, quels sont les enjeux et les défis liés à la structuration des coopératives au Cameroun? Élément de réponse avec Philippe Roger Sama. Important instrument d'amélioration des conditions de vie et de travail des peuples à travers la planète, les coopératives sont, selon l'Organisation internationale du travail, au cœur de la promotion des objectifs de développement durable, d'où leur nécessaire structuration à l'intérieur des États. Au cœur de cette préoccupation au Cameroun se dressent les procédures d'immatriculation. Nous avons simplifié l'immatriculation selon les règles OHADA. Les postulants peuvent tout simplement se rendre dans nos services déconcentrés. L'immatriculation des coopératives tient compte de toutes les nouvelles dispositions réglementaires. Les sociétés coopératives ont besoin d'un environnement institutionnel et juridique propice. Et c'est le bien fondé de l'acte uniforme OHADA. Quand vous prenez les législations qui étaient en vigueur dans nos pays, elles sont toutes des législations d'inspiration coloniale, ne cadrant pas toujours avec l'ambition de développement économique de nos pays. Il faut bien entendu associer à cette dynamique l'éducation financière pour des résultats plus probants. Il faudrait peut-être qu'on pense à un programme d'éducation coopérative. À cette éducation coopérative, il faudrait adjoindre l'éducation financière. Parce qu'au moment de mettre en place, par exemple, des programmes de financement, nous faisons face généralement à un manque criard d'éducation financière. Compétitivité oblige, la structuration des coopératives est une étape nécessaire pour faire de ces organisations de véritables leviers de développement. La région de l'Ouest fait partie des régions ayant le plus vulgarisé la mise en place des coopératives. De longues années, les coopératives axées sur la filière café ont rassemblé et encadré les petits producteurs. Et aujourd'hui, les planteurs embrassent d'autres secteurs agro-pastoraux plus porteurs. Le paysage des coopératives photographié par Jean Armstrong de CRTV Ouest. L'UCAO, l'Union centrale des coopératives agricoles de l'Ouest du Cameroun, passe des moments difficiles. La filière café, qui a connu des crises successives en 1994 et 2007, a profondément affecté le secteur des coopératives de la région, qui avait comme principale production cette culture de rente. Conséquence, l'effectif des adhérents a diminué. D'autres filières sont explorées. Les coopératives de production, de commercialisation et même de transformation naissent dans le domaine des cultures vivrières, à l'instar du maïs. Donc en 2017, on a monté cette coopérative d'Alim Corn Farmer qui est spécialisée dans la production du maïs. La plupart des populations se nourrissent, c'est vraiment l'activité première, c'est l'agriculture et le maïs en premier. Dans les 10 000 coopératives enregistrées dans les cahiers du service régional de registre de coopératives et de groupements d'initiatives communes de la région, une bonne partie est tournée vers les cultures vivrières. Les membres ne se plaignent pas. Nous sommes suffisamment assistés par le ministère de l'Agriculture, par le PICMA,
qui nous donne des semences de très bonne qualité, de production de haute intensité. L'avenir des coopératives de production de café de l'Ouest se présente toutefois sous de meilleurs auspices. L'État, depuis quelques années, a décidé de régénérer les plantations et d'encourager les planteurs. Dans la suite du journal, il est 20h51. Nous avons rendez-vous au centre des opérations d'urgence de santé publique. Allons capter des informations liées à l'évolution de la pandémie du Covid-19 au Cameroun. Et parmi les conséquences liées à la maladie, il y a la perte d'appétit des malades du coronavirus qui ont des problèmes pour consommer des aliments. Pourtant, une alimentation équilibrée, nous dit-on, concourt aussi à l'amélioration de l'état de santé des patients de Covid-19. Pour plus de détails, allons retrouver Joseph Gouet-Amandin du côté du Centre des opérations d'urgence de santé. Joseph, bonsoir. Vous êtes en compagnie de votre invité. Vous avez l'antenne. Joseph, bonsoir. Vous êtes en compagnie de votre invité. Vous avez l'antenne. Bonsoir Atta et bienvenue ici au centre des opérations des urgences de santé publique. En arpentant les couloirs des édifices où se trouve le personnel de santé publique, on constate une certaine euphorie. La joie est totale. Elle va certainement s'étaler le long de ce week-end. Mais une joie qui n'occulte en rien cette volonté de ce personnel de venir en aide à tous ceux qui souffrent, ceux qui sont notamment atteints du coronavirus. Ce soir, lors du point de presse donné par le docteur Georges Etundimbala, le coordinateur du centre, le message essentiel qui en est sorti réside sur les bienfaits de la bonne nutrition lorsqu'on est atteint de Covid-19. Et pour cette raison, le personnel fait appel donc aux spécialistes du domaine. Pour en parler ce soir, notre thème, Covid-19 et nutrition, notre expert s'appelle Patricia Ngossak. Elle est sous-directeur de l'alimentation et de la nutrition au ministère de la Santé publique. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Gouet. Alors, je voudrais vous poser juste une première question. Y a-t-il est-ce que un régime alimentaire spécifique est recommandé aux patients Covid-19? Merci, monsieur Gouet. Permettez-moi de rappeler d'abord que les aliments fournissent à notre organisme l'énergie, les vitamines et les sels minéraux nécessaires pour son bon fonctionnement de tous les jours, mais aussi pour réparer les tissus, pour prévenir et combattre les maladies. Et à cet effet, qu'on soit malade ou sain, il est important de maintenir un régime alimentaire sain, équilibré, adapté à son âge, à son activité physique et même à son état de santé. Et donc ainsi, pour un patient Covid-19, nous allons conseiller tout d'abord de diversifier, de varier son alimentation telle que recommandée dans les 5 clés d'une alimentation saine par l'Organisation mondiale de la santé, de manger beaucoup de fruits et de légumes colorés, nous en avons assez autour de nous, de manger des champignons, de manger des huîtres, des écrevisses, de manger des produits laitiers, de manger aussi tout ce qui est légumineuse qu'on appelle généralement en langage courant le haricot sec, parce que ces aliments en fait sont riches en vitamines et en sels minéraux tels que les vitamines A, C, D, E, le zinc, le sélénium, et en fibres et en antioxydants qui sont importants pour le renforcement et le maintien de système immunitaire. En plus de ça, il faudrait que ce patient enrichisse son alimentation en consommant des noix, des graines entières, des huiles saines telles que celles de sésame, d'arachide, d'olive, qui vont contribuer à la diminution de l'inflammation. Ce patient doit diminuer la consommation du sel, diminuer la consommation d'alcool s'il en prend, diminuer la consommation des aliments riches en sucre et des aliments gras. C'est quelqu'un qui doit boire beaucoup en journée, donc au moins 5,5 litres d'eau par jour afin de bien s'hydrater, mais surtout d'éliminer aussi les déchets. Et puis, en dehors de cela, donc maintenant, il faudrait que ce patient accompagne tous ces petits conseils avec l'application et le respect strict des bonnes pratiques d'hygiène alimentaire. Oui, dites-nous, madame, compte tenu de la perte de l'odorat et de la sensation gustative caractéristique du Covid, comment on fait pour manger? D'accord, merci. Dans ce cas de figure, il faudrait que le patient Covid comprenne que les aliments qu'il consomme sont en fait des médicaments dont il a besoin pour restaurer son état de santé et toutes les fonctions de son organisme. À cet effet, donc, il mange pour se soigner. De même, lorsqu'on lui propose des aliments, il faudrait que ceux-ci soient attractifs
en termes de présentation, donc soit par la couleur, soit par la texture et même par la nature. Ça peut être cru ou bien cuit. Et en même temps, il faudrait qu'on considère les habitudes alimentaires de ce patient. Qu'est-ce qu'il aime bien manger? Qu'est-ce qu'il a souvent l'habitude de manger dans la composition de ses menus? Et donc, pour finir, nous dirons que, en fait, malgré tous ces conseils nutritionnels, nous ne pouvons avoir un véritable impact que si nous respectons bien évidemment les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires afin de ne pas s'exposer soi-même et puis de ne pas exposer les autres. Sur ce, je vous remercie. Merci Madame, voilà ce qui est clair. Bien entendu, quelle que soit votre perte d'appétit, il faudrait manger varié et surtout diversifié. C'est donc le message essentiel à retenir au terme de cet échange ici ce soir. Atta, à vous l'antenne. Merci Joseph Gouettamandé, merci également à votre invité. Nous avons retenu, il est très important d'avoir une alimentation équilibrée, cela renforce le système immunitaire. Merci bien. La 1076, c'est la dénomination, c'est une dénomination relative à un projet de loi déposé par le ministre des Arts et de la Culture et qui fait couler encre et salive depuis bientôt une semaine dans les milieux culturels. Il s'agit d'un document de 61 articles régissant les associations artistiques et culturelles exerçant en terre camerounaise. Le projet passait hier en plénière à l'Assemblée nationale pour adoption. Serge Atangana Bisso a lu et a écouté ceux qui décrivent la future loi. Tentative de lecture expliquée dans cette analyse. Le projet de loi n'est pas contre la création artistique. Nulle part dans les 61 articles. Ce qui est en jeu, c'est plus le cadre d'expression. On parle de la forme dans laquelle le génie devrait désormais s'exprimer. Les associations sont mises en avant. La force du groupe sûrement encouragée. Peut-être se sont-ils sentis trop seuls ces derniers temps que même ça les gêne, au point d'être perçus par un collectif comme liberticide. Surtout cette disposition qui dessine des contours géographiques, une localisation et des bornes dans l'espace aux futures associations. « Touche pas à mon art », disent-ils en chœur. Est-ce vraiment de cela qu'il s'agit? L'observateur ne peut ne pas s'arrêter sur deux dispositions. Le cumul des fonctions interdit, l'obligation de déclarer les dons, legs et autres rentrées financières. Comme il faut désormais signaler, puis attendre une autorisation du ministère tutelle avant d'organiser un festival quelconque qui engage le nom et le label culturel Cameroun à l'international. Les pour pensent ainsi éviter qu'on ne gâte le nom du pays. Les contre, par contre, crient à l'ingérence, une fois encore. Notons tout de même que ce projet de loi ne sort pas de nulle part. La charte culturelle de l'État du Cameroun en 1979, la loi sur les libertés et particulièrement la liberté d'association du 19 décembre 1990, en son article 5 complété par les États généraux de la culture en 1991, sont le socle juridique de ce projet qui consacre la fédération. Les agréments seront payants et d'autres pensent qu'il faut également prévoir un mode de rétribution étatique des futures montagnes russes. Des artistes comme Eko Roosevelt, Ambroise Mbia, Pabé Mongo, Daniel Ndo ou Élise Balameka ont été consultés. Ils ont lu avant dépôt au Parlement. C'est donc admis que désormais, ceux qui gèrent les artistes peuvent aller en prison si malversation ou autre délit, omission ou compromission. On s'est compris. Pour ou contre la loi, c'est la loi et nul n'est au-dessus de la loi. À l'Assemblée nationale, le débat d'orientation budgétaire s'est ouvert ce samedi avec le dépôt pour examen sur la table des élus du document de programmation économique et budgétaire à moyen terme 2021-2023, jugé recevable par la conférence des présidents et présenté à la Chambre entière au cours d'une séance plénière présidée par Kavaye Dibril. Ce document sera défendu par le ministre des Finances devant la Commission des Finances et du Budget demain dimanche. Voici le compte rendu de Claristan.
La conférence des présidents s'est réunie en début de matinée sous la houlette du très honorable Kavaï Yegedibril et a jugé recevable le document de programmation économique et budgétaire à moyen terme 2021-2023. À la lumière des articles 23, 38 et 50 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le document qui a de suite été présenté à la Chambre entière par le chef de Chambre et qui sera défendu par le ministre des Finances sera examiné au fond par la Commission des Finances et du budget. Il faut dire que le 11 juillet 2018, le président de la République promulguait 2 lois majeures, à savoir la loi portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun et la loi portant régime financier de l'État et des autres entités publiques. Des lois qui introduisent dans le processus budgétaire l'organisation à mi-exercice d'un débat d'orientation budgétaire au Parlement. Avant l'adoption des lois du 11 juillet submentionnées, le Parlement n'intervenait dans la procédure budgétaire qu'au moment où le projet de loi de finances lui était transmis pour examen et adoption. Un positionnement en bout de chaîne qui avait pour inconvénient de focaliser l'attention des parlementaires sur les problématiques liées à l'allocation des ressources et d'éluder les débats sur les objectifs et les instruments de la politique budgétaire. Le débat d'orientation budgétaire permet donc au Parlement d'intervenir en amont pour mieux contribuer à la définition du cadrage macroéconomique et budgétaire. In fine, l'institutionnalisation du débat d'orientation budgétaire a pour plus-value qu'il offre à l'exécutif et au législatif l'opportunité de débattre chaque année des conditions, des outils et des moyens qui permettent la soutenabilité à moyen terme des finances publiques à travers un meilleur suivi des déficits publics. Allons dans la sphère diplomatique pour dire que l'Institut des relations internationales du Cameroun a tenu hier vendredi la session de son comité directeur. Les comptes unanimement adoptés par les membres serviront au fonctionnement de l'établissement et au financement de la recherche à l'IRIC. Les travaux étaient placés sous la présidence de Félix Mbayou, le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, chargé de la coopération avec le Commonwealth. Le reportage de William Badier. Le 24 avril 2021, l'Institut des relations internationales du Cameroun, IRIC, va célébrer son cinquantenaire. Dans l'attente de cet important événement, son campus entièrement rénové abrite ce 3 juillet 2020 la session des comptes de l'année 2019 de son comité directeur, présidé ici par Félix Mbayou, le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, chargé de la coopération avec le Commonwealth. Les comptes de l'IRIC ont été adoptés. L'IRIC a été félicité pour la gouvernance 2019. Les comptes de l'année 2019 adoptés, ils serviront au bon fonctionnement de l'établissement. Ces comptes permettent le bon fonctionnement de l'école, la poursuite de la recherche et puis des activités pédagogiques. À ces travaux, plusieurs hautes institutions et différentes administrations étaient représentées. La présidence de la République, les services du Premier ministre, les ministères de l'enseignement supérieur, les relations extérieures, des finances, de l'économie, de la planification et l'aménagement du territoire et bien sûr, le ministère de la fonction publique. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a nommé hier Salomon Ehet, ambassadeur du Cameroun auprès de l'Organisation des Nations Unies à Genève en Suisse. Le ministre plénipotentiaire hors échelle, ancien directeur de l'Institut des relations internationales du Cameroun, va désormais défendre les intérêts de notre pays auprès de l'ONU et de bien d'autres organisations internationales représentées à Genève. Séverin Alégambélé. La joie du ministre plénipotentiaire hors échelle, jusque-là directeur de l'IRIC, est proportionnelle à l'acte nominatif hautement symbolique du chef de l'État. Salomon Ehet est désormais l'ambassadeur et le représentant permanent de la République du Cameroun auprès de l'Office des Nations Unies à Genève. Une marque d'estime pour ces diplomates, enseignants pur produit de l'Institut des relations internationales du Cameroun et de l'Académie du droit international de La Haye. Nous sommes des serviteurs de la nation. Le chef de l'État m'a envoyé en mission. Je dois faire avec toutes les nations pour faire en sorte que et l'image du Cameroun et la patrie et le chef de l'État qui m'a envoyé, que je remplisse parfaitement ma mission. Je suis vraiment ému, je ne m'attendais pas à ça et c'est une preuve de l'appréciation de la très haute hiérarchie. Tout le monde le sait, Genève, c'est la vraie capitale du multilatéralisme du point de vue de la diplomatie mondiale.
L'Office des Nations Unies à Genève demeure le lieu de prédilection pour les processus de médiation dirigés par l'ONU. Et de ce fait, l'ambassade. Le ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela, a reçu l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne en audience. Les échanges ont porté sur la riposte camerounaise face à la pandémie du Covid-19 et de la restriction des voyages au sein de l'Union européenne. Sur le contenu des échanges, je vous propose d'écouter Hans-Peter Schadek au micro de William Badi. On a eu un échange très fructueux et sur plusieurs sujets. Un des sujets certainement a été la crise Covid qui est en cours et la réponse que le Cameroun est en train de mobiliser pour faire face à ce défi. C'était un plaisir pour moi de rappeler l'engagement de l'Union européenne et les différents appuis que nous pouvons mobiliser dans ce contexte. Nous avons aussi abordé la question de l'accès à l'espace Schengen. Je crois que c'est une question importante qui concerne un grand nombre de pays à travers le monde. Et nous sommes convenus de dire que c'est surtout le progrès dans la maîtrise de la progression de la pandémie qui est importante. C'est un critère qui est extrêmement important à suivre où des progrès sont enregistrés. L'Office du baccalauréat du Cameroun amorce une étape importante dans la numérisation de l'organisation des examens. Ceci grâce à un important don de matériel informatique de dernière génération offert par l'Agence turque de coopération et de coordination. Le don a été remis par l'ambassadeur de la République de Turquie, Ayşe Şarak, au ministre des Enseignements secondaires, Pauline Nalo-Valyonga, à l'Office du baccalauréat du Cameroun. Étienne Pascal Azegue pour les détails. Du matériel informatique de dernière génération pour l'organisation des examens de langue française au Cameroun. Des ordinateurs complets, des imprimantes et des onduleurs. Remis symboliquement par l'ambassadeur de la République de Turquie au Cameroun au ministre des Enseignements secondaires, Pauline Nalo-Valyonga. L'appui de l'Agence turque de coopération et de coordination vient renforcer le système d'évaluation de l'Office du baccalauréat du Cameroun. Le directeur de l'Office du baccalauréat est en train d'expérimenter une gestion informatique dans l'organisation du déroulement des examens avec des supports numériques qu'il est en train d'introduire dans le système. Vous comprenez donc combien ce matériel, ce don est important. Le matériel à usage interne du personnel de l'OBC va également soutenir les commissions qui s'occupent du positionnement des correcteurs. Grâce aux fruits de la coopération entre le Cameroun et la Turquie, l'Office du baccalauréat amorce ainsi sa grande mutation numérique dans l'organisation des examens officiels et la délivrance des diplômes au Cameroun. L'élite de l'arrondissement de Santa, engagé à collaborer avec le nouveau sous-préfet dans la lutte contre le terrorisme et pour le retour des enfants à l'école en octobre prochain. Engagement pris au cours de l'installation de Ebene Essiane Franck Ghislain. Une cérémonie présidée par le préfet de la Meusam, Simon-Émile Mau. Voici le compte-rendu de Valentin Kouadeux de CRTV Nord-Ouest à Bamenda. L'arrondissement de Santa est limitrophe avec la région de l'Ouest, ce qui va demander beaucoup plus de vigilance au nouveau sous-préfet. Il doit assurer la sécurité des populations et de leurs biens. Avec la crise du coronavirus, au niveau du poste de Matazem, il doit assurer personnellement le contrôle sur tous les passagers qui entrent dans la région du Nord-Ouest. Pour atteindre les missions prescrites par la hiérarchie, Ebene Essiane Franck Ghislain va bénéficier de la collaboration de l'élite locale. Nous allons le soutenir pour éradiquer les terroristes à Santa. Aujourd'hui, ils ont déjà été repoussés. Maintenant, il va complètement éliminer ce phénomène dans notre arrondissement. En octobre, toutes les écoles de Santa, les enfants vont aller à l'école. Âgé de 36 ans, le nouveau sous-préfet de Santa est titulaire d'un master en sciences économiques. Ebene Essiane Franck Ghislain remplace à ce poste Basiliking Georges Magloire Emmanuel, muté à Bamenda 3. Culture, les écrans noirs, acte 24, décalé de quelques mois, le grand festival qui met en vitrine le cinéma africain ne tiendra pas son rendez-vous cette année pour cause de Covid-19. Le délégué général des écrans noirs, Basek Bakobio,
s'est adressé au grand public et à ses partenaires pour préciser la tenue du festival en octobre prochain. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait sélectionné par Barbara Padjama. Le festival Écran Noir qui était prévu du 11 au 18 juillet, c'est-à-dire pratiquement la semaine prochaine. Et nous l'avons reporté du 31 octobre au 7 novembre en espérant que les choses se seront arrangées. Mais nous avons pensé aussi qu'effectivement les choses pourraient ne pas s'arranger. Et c'est pour cela que nous avons prévu 3 formules. Une formule classique, celle qui se déroulerait si tout se passe bien par rapport à la maladie. Une semi-classique qui ferait en sorte que nos participants étrangers vivent le festival de manière virtuelle, mais que les Camerounais soient présents lors des différents événements. Et puis une troisième version qui est la version totalement virtuelle. Ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun, Yaoundé, à son Excellence Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique à la Maison-Blanche à Washington, D.C. Monsieur le Président, la célébration de la fête nationale des États-Unis d'Amérique ce 4 juillet m'offre l'agréable occasion de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J'y associe mes vœux de santé et de bonheur pour vous-même ainsi que pour la grande nation américaine. Je saisis cette solennelle circonstance pour vous réitérer ma volonté d'œuvrer avec vous à la promotion continue des excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances renouvelées de ma très haute considération signée Paul Biya. Et voilà qui met un terme à ce journal préparé avec la collaboration de Elvire Ninan Galim, Caroline Ouetté et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Vous serez en compagnie de Joseph Kwetamandeng et de Gideon Tazo. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée et à demain 20h30, Inch'Allah. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.